Bonjour à toutes et à tous, Ayman Cherragui, ravi de vous retrouver pour la 3e saison de votre émission Les engagés de l'innovation sociale, portée et préparée par la Fondation Abdelkader Ben Salah. Comme vous le savez, notre émission est dédiée aux acteurs de l'écosystème du développement social et elle a pour but d'alimenter un débat constructif autour de l'innovation sociale et son rôle dans le développement socio-économique du Maroc. Lors des épisodes précédents, nous avons abordé la place de l'innovation sociale dans les politiques publiques, le rôle des médias et des créateurs de contenu dans la diffusion de la culture de l'innovation sociale, ainsi que les drivers de l'engagement des femmes et des hommes de l'innovation sociale au Maroc. Pour cet épisode, nous parlons du secteur privé et de ses pratiques sociales, au-delà des politiques RSE adoptées peut-être par des centaines, voire des milliers d'entreprises au Maroc. Nous allons répondre à la question comment les entreprises peuvent-elles devenir socialement innovantes. Et avec nous, pour en débattre, sur le plateau des engagés, Radia Cheikhlehlou, bonjour. Bonjour Ayman. Merci d'être là. Merci à vous de m'avoir invité. Je vous en prie. Radia, vous êtes CEO de Declic, conseil en RSE. Tout à fait. Nous avons également Ahmed Reda Omri. Bonjour, bienvenue. Ayman. Barakallahu fik. Merci d'être là. De m'avoir invité. Merci. Si Omri, vous êtes le directeur exécutif de la Fondation Amen. Mais nous avons également M. Rachid Hellaoui. Merci de m'avoir invité. Un plaisir de vous avoir parmi nous. Rachid Hellaoui, vous êtes journaliste et animateur. Bienvenue. Merci beaucoup. Et nous avons Madame Houda Barakat. Bonjour. Bienvenue, merci d'être là. Merci pour l'invitation. Madame Houda Barakat, vous êtes la directrice générale de EFE Maroc. Exactement. Très bien. Mesdames, messieurs, la RSE, comment les entreprises peuvent-elles devenir socialement innovantes? Il y a des pratiques et des choses qui se font intéressantes et nous allons démarrer d'ailleurs avec peut-être un état des lieux. Aujourd'hui, lorsqu'on dit pratiques innovantes et pratiques d'entreprise socialement engagées, de quoi s'agit-il? Je démarre avec vous, Radia Cheikhlehlou. Il me semble qu'il y avait eu un baromètre lancé l'année dernière sur la perception de la RSE au sein des entreprises. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu et quelles sont les grandes tendances qui sont sorties? Volontiers. Alors, déjà, peut-être commencer par dire RSE, responsabilité sociétale de l'entreprise, qui est une manière d'intégrer la dimension sociale, environnementale, de bonne gouvernance dans les entreprises. Aujourd'hui, ce qui compte pour une entreprise, ou l'idée qui a prévalu jusqu'ici, c'est que le rôle d'une entreprise dans la société, c'est de générer du profit pour ses actionnaires. Ce principe-là est en train de changer complètement et aujourd'hui, on parle d'une performance qui est économique, qui est nécessaire, mais qui doit être aussi sociale et consciente sur les questions environnementales et bien évidemment le tout avec de la bonne gouvernance pour s'assurer qu'on est dans des bonnes pratiques d'éthique et de loyauté des affaires. Donc déjà, ce qui est très important de noter, c'est que le rôle de l'entreprise dans la société est en train de changer et qu'une entreprise aujourd'hui ne doit plus donc générer seulement du profit. La RSE est un des moyens de intégrer cette dimension-là dans la croissance, dans la stratégie de l'organisation. Bien évidemment, c'est un bouleversement pour les entreprises à échelle internationale et bien évidemment dans notre pays. Un état des lieux très rapidement, évidemment, c'est une question qui concerne les grands groupes marocains. Ça commence par les grands groupes et puis des grands groupes ont des chaînes de valeur, des chaînes d'approvisionnement. Donc on espère que cette idée de la RSE et de la durabilité va irriguer le paysage économique marocain. Pour l'instant, ça reste l'apanage des grands groupes qui essayent donc d'avoir cette performance globale. Nous, au sein de notre cabinet, on a lancé en 2021 un baromètre de la perception de la RSE dans les entreprises pour comprendre comment le capital humain d'une organisation comprend ces questions-là et surtout quelle confiance il y accorde. Puisque aujourd'hui, un des grands principes de la responsabilité sociétale, c'est la capacité de l'entreprise à s'ouvrir à ses parties prenantes. La première des parties prenantes d'une organisation, ce sont ses collaborateurs. Donc, s'il n'y a pas d'adhésion de la part des collaborateurs, et il n'y a pas de responsabilité sociétale, pour parler très simplement. Donc c'est un baromètre qui questionne le capital humain sur sa compréhension de la durabilité, sur la confiance qu'il y accorde et surtout sur sa volonté d'engagement. Est-ce que le collaborateur ou la collaboratrice a envie de s'engager aux côtés de la démarche sociale ou sociétale de l'organisation? La réponse est un grand oui.
Donc, les résultats du baromètre l'ont confirmé. Aujourd'hui, il y a un engagement de la part des collaborateurs vis-à-vis de la stratégie de l'entreprise. Il faut évidemment que l'entreprise puisse mettre en place les conditions favorables de l'engagement du collaborateur. Laisser le temps. On va certainement en parler avec vos autres invités, des différentes formes d'engagement des collaborateurs. Il y en a plusieurs. Mais aujourd'hui, le collaborateur exprime. Et il dit, oui, je veux m'engager, c'est important, ça participe à des bonnes conditions de travail, ça participe à donner du sens à mon quotidien professionnel. Qu'est-ce qui pourrait favoriser cet engagement? Justement que ma hiérarchie me laisse le temps, me laisse l'espace, et aussi que ma hiérarchie reconnaisse cet engagement et reconnaisse l'effort qui est fait pour cet engagement sociétal. Très bien. Et si Omerri, d'ailleurs, Radia me tend une belle perche là, c'est que la place du collaborateur, elle est centrale aujourd'hui dans une entreprise qui se veut socialement engagée. Vous faites partie d'une fondation d'entreprise et soit on peut parler de la fondation Amen ou bien d'autres types de fondations. Mais comment voyez-vous cette place centrale du collaborateur? Et en général, est-ce qu'il y a peut-être d'autres formes d'engagement auxquelles on peut penser et qui font qu'une entreprise, on dit qu'elle est bien inscrite dans une démarche RSE en bonne et due forme? Je pense qu'il faut commencer déjà par le début et dire les choses telles qu'elles sont aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes en face d'une rupture par rapport à notre système écologique et par rapport à notre système sociétal. Notre système écologique parce que les mécanismes qui permettent un petit peu de faire revivre le vivant dans la planète sont en train de se briser. Et au niveau sociétal, parce que c'est une vérité, il y a de l'argent, mais il est mal réparti. Et donc, l'innovation sociale, quelque part, elle s'impose. Elle s'impose à deux niveaux. Je dirais un niveau économique, avec des réponses à des questions précises. On cite par exemple les voitures écologiques qui permettent de répondre à un besoin d'un certain nombre de consommateurs ou de l'État par rapport à certaines normes, ou même la voiture économique à un certain moment, il y a une dizaine d'années, pour que tout le monde puisse profiter des bienfaits de la voiture. Mais il y a surtout l'innovation sociale responsable et celle qui permet un petit peu d'enrichir je dirais notre commun du vivre ensemble à travers l'engagement envers les territoires sur lesquels les entreprises créent de la valeur, à travers les femmes et les hommes que nous sommes et à travers la planète sur laquelle nous vivons tous ensemble. Et je pense qu'aujourd'hui, il est très important d'impliquer le collaborateur dans cette démarche, que nous comprenons un petit peu que le collaborateur n'est pas là pour venir travailler, mais pour participer à une démarche participative de son écosystème, de toutes les parties prenantes dans l'entreprise, pour améliorer ce vivre ensemble. Très bien. Maintenant, par rapport à ce point qui est celui, vous avez soulevé le volet environnemental, le volet également social, le volet également écologique, c'est-à-dire que la RSE, elle a de multiples facettes et elle a de multiples, je dirais, canaux d'impact sur lesquels l'entreprise peut s'engager. Rachid Hilaoui, durant votre parcours de journaliste, vous avez interviewé sur des dizaines d'années, je dirais, un certain nombre de décideurs, mais également d'entreprises qui ont des politiques RSE, etc. Votre regard, il est intéressant à débattre aujourd'hui parce que vous avez une idée quand même du spectre assez large. Qu'est-ce qu'aujourd'hui, quel est votre regard, si je peux dire, on a je dirais un aperçu ou un avis sur l'état de la RSE aujourd'hui au Maroc? Un avis, sachant que moi je ne suis pas praticien, donc je ne suis pas comme mes collègues et les personnes qui sont autour de ce plateau. Moi, c'est surtout pour peut-être contextualiser, parce que je me dis effectivement par rapport à ce que vous disiez, Ahmed Reda, on est dans un environnement mouvant, extrêmement dynamique. On le voit aujourd'hui, on est encore dans un autre monde. On parle, c'est pas la fin du monde, mais la fin d'un monde, et c'est très cyclique. On est dans une conjoncture aujourd'hui inflationniste, avec des ramifications qu'on ne maîtrise pas aujourd'hui, avec beaucoup d'inconnus. Donc ça, je pense que c'est extrêmement important parce que ça impacte directement aussi vision, management et adhésion ou pas des collaborateurs autour des valeurs véhiculées, et parce que l'entreprise est véhicule de valeurs. Donc, quel type de valeur aujourd'hui? Est-ce que l'entreprise est en capacité de réinventer ses valeurs dans un monde où les valeurs, effectivement, on le voit d'ailleurs dans ce conflit armé en Ukraine, on voit que les soubassements sont idéologiques aussi, avec des blocs qui sont en train de se constituer. Donc ça aussi, ça a des conséquences avec une espèce d'effet domino.
Ça, c'est pour le contexte général. Est-ce que la RSE aujourd'hui suscitait l'adhésion des collaborateurs à une vision partagée autour de valeurs dans un contexte inflationniste aujourd'hui où les salariés, les collaborateurs sont impactés par cette conjoncture? Est-ce que le management, fondamentalement, doit tenir compte de cette donnée-là, faire un geste, d'avoir une vision aussi, peut-être un peu rénovée aussi à l'égard des collaborateurs? On dit souvent que pour lutter à l'égard de l'inflation, il y a les entreprises qui peuvent se le permettre financièrement, qui procèdent à des augmentations de salaire, serait-ce que ciblées au travers de compétences bien identifiées et indispensables au niveau de l'entreprise. Bref, je trouve qu'il y a un certain nombre de sujets qui, moi, me semble-t-il, je ne suis pas praticien une fois de plus, sont d'actualité aujourd'hui. Donc, innovation, oui, adaptabilité à des conjonctures, et des contextes très mouvants, je pense que c'est le principal défi aujourd'hui. Et la vision que j'ai globale, en tout cas, sur laquelle je pourrais aussi éventuellement revenir, par rapport à ce que disait aussi Radia, l'adhésion des collaborateurs, est-ce qu'elle est conditionnée ou pas à l'adhésion pleine et le déterminisme du top management, du COMEX qui est en place? Est-ce que ce COMEX-là aussi se doit aussi d'être irréprochable, c'est-à-dire dire ce qu'il fait et faire ce qu'il dit? Ça me paraît aussi un vrai sujet. Peut-être que la RSE n'a pas forcément fonctionné aussi, de ce que j'ai pu constater dans certains cas, parce qu'il n'y avait pas forcément adéquation, pas entre formation et emploi, mais en l'occurrence entre ce que portait l'entreprise comme discours lors d'organisation de team building, donc action ponctuelle, et puis le quotidien aussi, dans certaines organisations. Donc voilà. En même temps, aujourd'hui, je pense que c'est un nouveau défi qui se pose à nous et on est rentré dans un nouveau cycle, me semble-t-il. Nous allons creuser ce point lors du deuxième axe du débat. Mais avant, Madame Barakat, aujourd'hui, vous êtes une fondation qui travaille avec une multitude d'entreprises privées également, qui soutiennent vos activités et qui participent avec vous à l'effort collectif en vue d'améliorer. Vous travaillez principalement sur le défi de l'éducation et une éducation de qualité. Aujourd'hui, cette collaboration avec le secteur privé, comment vous la voyez et quels sont les points forts aujourd'hui que vous détectez dans ce point et quels sont peut-être les points à améliorer pour faire adhérer encore plus d'entreprises à cet effort collectif? C'est exactement le point. Le fait que la Fondation travaille pour l'éducation, pour l'emploi, fait qu'on ait cette plateforme d'intermédiation entre le secteur privé et les jeunes. Et donc, moi, à titre personnel, j'ai le plaisir de constater que plus en plus d'entreprises ont la flamme RSE. Et il y en a qui savent, notamment les multinationales. Donc, ils ont une structure RSE bien formalisée, avec des process, avec un budget dédié, avec des activités planifiées à l'année. Il y en a qui le font sans le savoir. Donc, il faut justement vulgariser cette notion de RSE. Quand on parle RSE aux entreprises, le premier réflexe, c'est de penser budget, financement, donation. Or, les donations peuvent être autres que pécuniaires. Ça peut être du temps, ça peut être des conseils, ça peut être des visites entreprises, ça peut être des conseils de carrière. Il y a plusieurs façons d'intervenir justement sur tout ce qui est vie sociétale et impact social, autre que le côté financier. Donc, effectivement, je comprends le point par rapport à la crise financière et que les entreprises peuvent avoir d'autres priorités, que voilà, la rentabilité devient l'enjeu principal. Mais il faut savoir que l'entreprise, elle est faite d'individus, de plusieurs collaborateurs, et parfois les collaborateurs sont porteurs de ce message. Il faut juste que le management soit à l'écoute et qu'il y ait une structure pour encadrer tout ça. Parce que je pense qu'on va y revenir par la suite, par la force des choses. Ce qui est intéressant dans la RSE, c'est l'action premièrement, mais aussi le suivi de cette action. Quel est l'impact que ça a généré pour que ça motive d'autres à rejoindre l'expérience et à dupliquer l'impact. Donc, moi, je dirais que du point de vue, d'experte, si je peux dire, parce que je suis en contact direct avec les entreprises, le willing est là, l'aptitude est là. Maintenant, il faut juste une ossature, une organisation ficelée pour qu'on puisse mesurer et faire suivre justement cet élan à un large spectre. D'ailleurs, dès qu'on s'intéresse à la mesure de l'impact social, on se retrouve automatiquement dans une démarche d'innovation sociale parce qu'on ne veut pas faire les choses de la même manière et avoir toujours les mêmes résultats. C'est-à-dire qu'il faut innover socialement. Et c'est là où je me tourne vers vous, Radia Cheikh Lahlou. Aujourd'hui, les entreprises, ils ont des stratégies, ils ont des actions sur le terrain, mais pour dire qu'elle est socialement innovante, il faudrait autre chose. Peut-être le premier critère de l'innovation, c'est de pouvoir travailler ensemble avec une multitude d'acteurs. Aujourd'hui, est-ce qu'on en est à ce niveau
ou est-ce que la pratique vient de s'installer progressivement petit à petit? Alors, merci de souligner déjà l'importance, la puissance de la collaboration entre ce que peut apporter le secteur privé et ce que peut apporter des fondations comme la vôtre ou comme la vôtre, évidemment. Et là, c'est vraiment dans cette collaboration que réside l'innovation. Et vous avez cité tout plein de manières de s'engager et d'être socialement innovant. Il y a aussi une autre manière, c'est d'avoir une gouvernance partagée, par exemple, autour de projets. Ce serait absolument formidable. On voit à l'international, par exemple, des comités parties prenantes dans l'organisation ou des instances de décision, par exemple, des comités d'engagement sociétal où on va retrouver les représentants de la société civile qui siègent dans le comité. Ça aussi, c'est de l'innovation. À mon sens, je pense qu'on est, et là, on est entre connaisseurs du sujet, et donc il est un peu normal qu'on milite pour notre... je pense qu'on est face à un potentiel qui n'est pas encore pleinement exploité. C'est ça qui est dommage. Je pense qu'on commence à peine à se dire déjà, dans l'engagement sociétal, effectivement, la donation n'est pas le seul moyen, le seul levier d'engagement. Il y en a beaucoup d'autres. Ensuite, l'idée de la collaboration. Et ensuite, justement, quel impact nous voulons? Quel est l'impact que nous souhaitons générer? Quelle est l'empreinte que nous voulons laisser sur le territoire d'implantation dans lequel nous sommes? Et pour terminer mon propos, je reviendrai aussi à ce que vous disiez tout à l'heure et qui est très intéressant, c'est aussi, et tout cela pour être socialement innovant, encore faudrait-il que l'entreprise se demande quel est son rôle dans la société? Quelle est sa raison d'être? Pourquoi elle existe? Aujourd'hui, en Europe, la raison d'être, c'est devenu un mécanisme législatif. On encourage les entreprises à se demander, si je n'existais pas, qu'est-ce qui manquerait à la société? Très bonne question d'ailleurs. C'est une excellente Très bonne question d'ailleurs. On peut faire le jeu sur plein d'entreprises, c'est pas le lieu, mais c'est intéressant de se poser la question. Du coup, quand l'entreprise elle est plus au fait et plus en conscience de cette raison d'être, de ce rôle sociétal, finalement, l'impact qu'elle souhaite générer, il est plus clair pour tout le monde. Et déjà, c'est une réflexion qui est intéressante et qui concerne aussi ces parties prenantes externes qui peuvent aussi dire à l'entreprise, voilà ce qu'on voit de vous, voilà les valeurs que vous véhiculez, voilà ce que vous dites et ce que vous ne faites pas aussi. En parlant d'ailleurs de ces acteurs et de ce partenaire, j'aimerais faire un clin d'œil, avoir votre avis, Ahmed Rada Omri, là-dessus, sur l'importance de concocter et de construire des projets à impact social avec les intéressés, avec les collectivités, soit territoriales d'un point de vue administration, ou la population locale. Parce que souvent, les entreprises, peut-être, concoctent leurs programmes au sein de leur bureau et vont sur le terrain pour dupliquer, ou là pour appliquer ce qu'ils ont décidé. Mais est-ce qu'il ne faudrait pas voir la vie et pratiquer les méthodes participatives et consultatives telles que nous les définissons avec la population locale avant de s'engager avec eux socialement? Je pense que un des éléments de réponse a été apporté clairement par Radia en se demandant pourquoi on existe. Et là, il y a un exemple qui me vient à l'esprit là tout de suite par rapport à une coopérative qui s'appelle FIJAC en France, qui a vu voilà, et il y avait un entrepreneur, c'est une coopérative agricole, et il y avait un entrepreneur qui a repris la coopérative, mais ces chiffres étaient catastrophiques. Et il s'est demandé déjà dans les années 80, c'est quoi notre raison d'exister? Et la principale, c'était justement de garder des emplois. Et il s'était dit que, voilà, moi je vais choisir la différence et non pas la simplicité de continuer sur ce que nous faisons au quotidien. Et donc il a décidé de faire de l'éolien, de faire des toits avec des panneaux solaires et arriver à vendre de l'énergie. Il a pu constater qu'il y a des gens qui ont les moyens et donc mais qui investissent généralement en banque en plaçant leur argent, et il leur a proposé de cofinancer leurs projets communs, et donc ce qui leur a permis de lever des fonds et d'investir davantage. Ils ont constaté qu'ils importaient 80% de leur viande d'Allemagne alors qu'ils avaient des bœufs non exploités, et donc le circuit de commercialisation n'était pas correct.
aujourd'hui, cette coopérative, elle emploie plus que 200 personnes et elle fait un chiffre d'affaires de 22 millions d'euros chaque année. Il y a un autre exemple aussi que j'ai eu l'occasion de voir, c'est Spécialistir. En fait, c'est une start-up danoise et qui a fait de la différence un moteur aussi de croissance. C'est un papa qui a eu un enfant autiste et il a dit que l'objectif ce n'est pas d'avoir de l'assistanat social, mais de chercher là où mon fils peut exceller en tant qu'entrepreneur. Et donc, il a décidé d'innover justement socialement en l'intégrant dans l'entreprise et avoir cette vue externe différente, mais qui permet d'apporter de l'innovation. Aujourd'hui, c'est une start-up qui travaille avec de très grandes structures internationales, surtout quand on connaît le sens du détail des personnes atteintes d'autisme et ça leur permet d'être productifs. Ils ont créé leur propre fondation même et ils sont en train de promouvoir la culture et de l'art. C'est-à-dire que le point de départ, elle était ceux qui nous entourent. Voilà. Pour la première coopérative, c'est effectivement le réseau des fermiers et des producteurs locaux qui sont juste à côté. Pour le deuxième cas, c'est impliquer le bénéficiaire lui-même dans la construction. Et ça, c'est peut-être les bases de l'innovation sociale, c'est que parfois, on n'est pas obligé d'aller réinventer la roue, c'est juste autour de nous, il faudrait juste qu'on ouvre les yeux et qu'on commence à travailler. Par rapport à ce point, Rachid Hallaoui... Pas couvrir les yeux, il me semble, ouais. C'est surtout s'intéresser aux gens. Alors je pense que voilà, vous êtes les trois praticiens, c'est voilà aujourd'hui, on le voit bien d'ailleurs, j'essaie toujours de recontextualiser par rapport à notre pays, à notre environnement respectif. C'est qu'en fait on doit inventer, on le voit bien, réinventer de nouvelles formes de solidarité. Il y a des chantiers sociaux qui sont là, donc au-delà de la question du financement, qui revient souvent d'ailleurs, mais c'est dire voilà, comment on peut réinventer les solidarités, et donc du coup est-ce que l'entreprise, aussi les secteurs privés, marocaines ou multinationales en tout cas qui a des activités au Maroc, est-ce que moi ça m'a toujours surpris dans les débats où il n'y a jamais eu l'entreprise marocaine en fait directement interpellée ou impliquée là-dessus. Parce qu'on peut, je veux dire, il y a des vrais chantiers sociaux de rénovation avec des approches territoriales, donc avec des impacts aussi qu'il y aura nécessairement. Est-ce que l'entreprise privée, le secteur privé est partie prenante véritablement aujourd'hui? Je suis pas convaincu. Est-ce que du coup, elle va être aussi en capacité de se dire j'ai peut-être aussi un rôle à jouer, donc me mettre dans la boucle? C'est peut-être un challenge aussi pour l'entreprise aujourd'hui. Voilà, parce que je pense que ces nouvelles formes de solidarité, cet impact aussi territoire, comment aussi faire en sorte, dans mon territoire respectif, que ce soit essentiellement dans le monde rural d'ailleurs, hein, parce que le vrai challenge aussi, c'est faire monter en charge le monde rural, comment faire aussi en sorte de créer de nouvelles dynamiques, avec des nouvelles implications et un véritable impact territorial. Je pense que c'est aussi l'enjeu. De freiner l'exode, par exemple? De freiner l'exode, par exemple, ou qui dit freiner l'exode, peut-être à dire aussi, ça veut dire comment faire pour fixer les populations sur ces territoires-là. Créer des opportunités. En même temps, quand on voit les territoires, les PIB régionaux et territoriaux, il y a de vraies inégalités, de vrais écarts. Donc comment faire en sorte aussi de pouvoir dynamiser socialement ou sociétalement en tout cas les territoires avec l'entreprise partie prenante et en même temps et avant tout créer des dynamiques économiques. Parce que les deux vont de pair. Donc est-ce que je pense à distribuer de la richesse avant de la créer par rapport au territoire? Je pense que c'est un vrai sujet qui n'est pas forcément aujourd'hui suffisamment présent dans le débat public. D'ailleurs, à la Fondation Abdelkader Ben Salah, nous appelons cela une solidarité innovante, mais pour ancrer territorialement la plus-value socio-économique. Il faudrait qu'elle reste dans les territoires et que les gens dans les territoires puissent en bénéficier exactement. Et vous me donnez une belle perche là, Rachid, par rapport à la solidarité innovante. Je me tourne vers vous, Huda Barakat. Aujourd'hui, est-ce que vous considérez que l'entreprise marocaine est suffisamment innovante dans sa démarche d'aller vers les territoires, d'aller vers d'autres bénéficiaires, d'aller vers des structures comme les vôtres pour pouvoir concocter des projets? Et qu'est-ce qui manque peut-être à votre avis pour que l'entreprise puisse avoir beaucoup plus d'audace, voilà, par rapport à leur engagement? Je pense, Saladin, on a parlé brièvement tout à l'heure, c'est cet esprit de délégation en fait. Ce que je reproche maintenant aux entreprises marocaines, peut-être, c'est le fait qu'il y ait une seule personne qui prend les décisions. On ne peut pas être dirigeant, être au four et au moulin et penser aussi à quelques activités, voilà, extra, qui peuvent être d'un premier point de vue un nice to have. Ce qui semble pour moi important et innovant, c'est justement de déléguer cette approche RSE
qu'il n'y ait pas qu'une seule personne qui prend la décision et que ça peut émaner en fait de l'équipe elle-même, des collaborateurs eux-mêmes. Mais pour cela, il faut que ces collaborateurs aient le temps de s'ouvrir à l'extérieur, de voir ce qui se passe et de connaître quelles sont les initiatives, quelles sont les fondations. Là, pour le coup, de mon point de vue, la société civile a fait cet effort-là d'aller vers les entreprises, de se faire connaître, de faire savoir que voilà, il y a une activité citoyenne qui peut être organisée, co-organisée. Mais si on avait des collaborateurs qui ont une plage horaire dédiée à ces activités citoyennes, ils seraient eux-mêmes encouragés à chercher l'activité qui est alignée avec eux. Ce genre de démarche, il est fait à l'international. On a un congé spécifique, 40 heures, voilà, 5 jours, 8 jours, qui sont dédiés à chaque collaborateur par année pour qu'il contribue à une activité avec associative. À eux de choisir. Et l'idée, c'est pas non seulement engager les personnes et en faire des citoyens actifs, mais aussi de remonter à la direction quelles sont les pistes. Et ça, c'est ce qui va permettre justement à avoir cette territorialité et cette vue 360. Parce que qui dit entreprise dit plusieurs personnes qui viennent de plusieurs origines, plusieurs régions, et que chacun va être intéressé d'aider sa région peut-être. Et donc il va être encouragé à venir et argumenter pour son association et demander les 8 jours pour telle ou telle activité. Et ça fera pour l'entreprise un catalogue d'activités qu'il pourrait soutenir officiellement à travers une politique RSE structurée. Donc, il faut vraiment cet esprit de délégation, parce qu'on ne peut pas être, à couvrir toutes les activités et se priver d'un potentiel, de ressources, de capital humain qui peut être apporteur de valeur ajoutée. Vous remarquez, Radia Cheikh El Hlouk, qu'on revient à la place centrale du collaborateur. Oui, on revient à la évidemment, on revient à la place centrale de l'humain. Ouais. Je pense. Par l'exemple qu'a pris Ouda, c'est aussi le management qui décide effectivement de dégager un crédit horaire pour favoriser l'engagement citoyen au bénéfice de l'entreprise. Pour la faire court, donc on est vraiment dans un écosystème. Est-ce que cette pratique est suffisamment répandue sur... Du mécénat de compétences ou de l'en... Ouais, non. Moi, je pense qu'il n'y a pas... Sincèrement, hein, encore une fois, peut-être que c'est un travers de compréhension, un biais que j'ai, mais je pense que non, on n'a pas encore investi pleinement le potentiel de l'engagement des collaborateurs. Parce qu'on est, je veux dire, il y a le groupe OCP qui a développé donc un mois d'engagement payé par l'entreprise, ce qui est quand même exceptionnel, et on sait pourquoi le groupe OCP en fait lance ses collaborateurs en disant allez voir, allez chercher, allez expérimenter. Et ça c'est exceptionnel parce que vu que on est sur des solidarités nouvelles, ben ça veut dire qu'on n'a pas tout à fait la réponse. Ouais. Si on n'a pas tout à fait la réponse, faut bien qu'on teste des choses. Cette capacité d'expérimentation pour l'innovation sociale, elle est très importante. Elle doit laisser le temps, elle doit laisser l'espace, et elle doit laisser l'espace à un échec ou à un impact qui n'est pas tout à fait abouti pour arriver à affiner son approche. Mmh. J'aimerais qu'on aborde la question, et je reste avec vous, Radia Cheikh El Hlouk, la question des leviers. Avons-nous aujourd'hui des leviers d'action qui vont permettre peut-être à l'entreprise marocaine d'être beaucoup plus socialement innovante? Est-ce que nous avons, par exemple, je ne sais pas, je pose la question, est-ce que nous avons une réglementation qui favorise cela? Est-ce que nous avons peut-être un collectif qui est en train de se constituer pour pouvoir le faire? Voilà, il y a là la je pose la question Fondation Abdelkader Ben Saleh, il y a EFE, il y a... Alors, il y a des bonnes volontés qui commencent à s'entourer, qui commencent à réunir. Financièrement global, vous voulez dire? Voilà. Mais je pense là à une démarche peut-être pour coup qui vient peut-être, je ne sais pas, peut-être que le gouvernement pourrait également s'y investir, ou bien la CGEM par exemple, ou toutes sortes de confédérations d'acteurs qui se disent aujourd'hui, faisons un point et disons que peut-être qu'on devrait faire autrement. C'est ça la question. Alors, je pense que pour arriver à ça, je pense qu'on n'a pas encore il y a une prise de conscience, mais c'est vrai que sur ces questions-là d'engagement sociétal, on n'a pas d'intelligence collective autour de ces questions. Je veux dire, il n'y a pas de momentum dans l'année où on se demande. C'est extrêmement dommage parce que c'est important. Mais je vais répondre à votre question par un moyen un peu détourné. Moi, ce qui m'intéresserait, c'est de savoir quel est l'impact véritable des grands engagements sociétaux des grandes entreprises marocaines. Aujourd'hui, vous avez de l'engagement de je donne un chèque,
Ça, c'est pour moi pas créateur de valeur sur le long terme, parce que ce n'est pas autonomisant pour les bénéficiaires. Je reviens toujours à la définition de la philanthropie. Ce n'est pas donner de l'argent à, c'est donner les moyens de retrouver la dignité. Et ça change tout quand on se remet dans cet état d'esprit d'autonomisation des populations bénéficiaires. Et ben, quand on aura une idée de l'impact réel, ben on se dira oui, peut-être que c'est l'impact ou l'absence d'impact ou un impact pas tout à fait avéré qui va nous faire dire ah ben peut-être qu'il est temps de voir les choses autrement et de faire les choses autrement et de se dire que oui, je suis en tant qu'entreprise en droit d'attendre un retour sur un impact qui va venir justifier l'investissement. Voilà, parce que si je donne 1 million de dirhams on est en plein mois de Ramadan, en panier Ramadan, bien sûr que c'est nécessaire, bien sûr que c'est important et bien sûr que ça va soulager. Mais est-ce que ça va transformer la vie de quelqu'un? Okay. C'est une question légitime à se poser. Ahmed Rida Omri, aujourd'hui, ces pratiques classiques de la solidarité, ils ont prouvé leurs limites d'ailleurs, parce que chaque année on en refait, et chaque année le besoin est plus énorme. D'ailleurs, on est en panne, quelque part en panne d'innovation aussi en la matière. Bah aussi, d'ailleurs. Les innovations, on les a. Non, il un coup de fil à Madame Baraki ou à Monsieur, elles sont là. Ah, mais d'ailleurs, Rachid, dernier chiffre de l'HCP, Salih Limi nous dit qu'après le Covid, nous avons 3 millions de personnes vivent exactement en dessous de pauvreté. C'est-à-dire que la précarité sociale, c'est-à-dire de personnes qui ont basculé dans la précarité et la pauvreté. C'est différent. C'est ça le terme. C'est-à-dire que beaucoup d'argent est investi, beaucoup d'actions se font, mais en fin de compte, la situation sociale, l'autonomisation économique des gens, elle n'est pas au rendez-vous. Bon, là, il y a plusieurs grilles de lecture aussi à ce niveau-là. C'est-à-dire, on crée de la richesse, on crée peut-être un peu plus de richesse, même si là, ça stagne un petit peu. Mais on a un souci, en fait, d'injustice en matière de redistribution. Voilà. Il y a ce point-là. Il y a ceux qui vont considérer aussi qu'on est dans une économie encore pas suffisamment ouverte sur le monde extérieur. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on a les multinationales qui sont essentiellement le moteur, un petit peu les locomotives, un petit peu chez nous, sans forcément d'effet d'enchaînement. Mais par rapport à ce que disait Radia, se dire, voilà, comment, ou par rapport à votre question, mais les leviers, en fait, efficaces pour aller, ça passe peut-être aussi par les obligations, des nouvelles réglementations. Je pense, parce qu'on parle beaucoup des RSE, on parle de plus en plus de ESG, d'engagement gouvernemental. Complètement. On parle de plus en plus de la finance verte. Donc, de pouvoir aussi que les entreprises, pour qu'elles puissent se développer, il faudra présenter une empreinte, en l'occurrence carbone, une empreinte hydrique aussi, respectueuse des règles, des exigences d'un point de vue environnemental, écologique, énergétique. Donc ça, c'est les véritables enjeux. Est-ce que ça sera le véritable levier par l'obligation, par la réglementation d'un marché qui est à côté de chez nous, qui est le deuxième marché au monde, qui est le marché européen, avec qui nous commerçons le plus? Est-ce que ça passera par là? Moi, je pense que oui. J'ai pas de certitude. Mais je me dis, voilà, que si demain, y compris le producteur de tomates qui vend sa cagette de tomates et qui utilise donc du plastique, de la main-d'œuvre, bien entendu, et de l'énergie, s'il veut continuer à vendre sa tomate ou ses agrumes sur le marché européen, il devra peut-être montrer jusqu'à son bordereau CNSS également, parce qu'il y a cette dimension-là, pour pouvoir aussi continuer à vivre, à créer de la croissance, à prospérer. Et donc, du coup, il sera dans l'obligation d'avoir un réel impact auprès de ses collaborateurs et de son environnement dans lequel il exerce. Si je peux me permettre rapidement, de rebondir très rapidement, un autre levier de changement, c'est le contrepoids. C'est aussi dénoncer des pratiques de « regardez mon entreprise, ce qu'elle a fait, c'est exceptionnel, c'est merveilleux ». Souvent, les médias reprennent, c'est publié. Là aussi, un des leviers de changement, c'est de dénoncer des pratiques, on parle beaucoup de greenwashing, de social washing. Et de dire non, là c'est injuste, vous venez nous dire une information qui n'est pas tout à fait avérée, ou en tout cas dont l'impact n'est pas avéré. Dénoncer pour rétablir une forme de vérité, c'est aussi important. C'est du naming and shaming. Non, là, j'ai name and shame personne. même si en même temps, par rapport à ce que dit Radia, on a culturellement, je pense qu'on est peut-être un peu allergique à ça. Moi, je me souviens de débats très animés, vous savez, sur la question des délais de paiement. Donc, il y a la culture anglo-saxonne, les Anglais, qui eux, ont trouvé je sais pas si c'est le remède efficace, mais en tout cas, l'option, on fait la solution d'afficher, en fait, les entreprises, les mauvais payeurs. Ah oui. Voilà. Mais transposer à la culture marocaine. Transposer à la culture marocaine, on a dit, jusqu'à afficher l'identité des entreprises qui sont mauvais payeurs, non. Mais par contre, voilà. Mais il y a effectivement des méthodes mais je pense que la réglementation peut être, on dit souvent que l'être humain et l'entreprise, c'est avant tout de l'humain. Si vous disiez, ou d'autres tout à l'heure, donc c'est-à-dire peut-être que je serais dans l'obligation de me soumettre à des règles aussi pour pouvoir continuer à prospérer. Peut-être que ça pourrait permettre
d'accélérer en tout cas le processus d'innovation sociale avec impact. Ouais. Ahmed Omri, par rapport à ce point, il y a des idées très intéressantes qui viennent d'être soulevées par Rachid. Effectivement, l'empreinte écologique de l'entreprise, et je sais que vous êtes bien investi dedans, l'impact environnemental, peut-être même, parfois aujourd'hui nous avons de nouveaux marchés qui sont conditionnés par le fait de prouver que vous êtes une entreprise qui respecte 1, 2, 3, 4, 5 en termes d'engagement social, etc. Est-ce que ce genre de levier est intéressant? Est-ce qu'on a besoin encore d'autre chose pour pouvoir le faire? Moi, je pense que la première des choses, il ne faut plus considérer la responsabilité sociale de l'entreprise comme une charge pour l'entreprise, mais comme le meilleur investissement pour l'avenir de notre pays. Et de ce fait, cette économie sociale doit être une partie prenante dans toute la stratégie de l'entreprise. Et ça va aller de la gouvernance, Radia l'a dit, vers la valorisation du capital humain, vers la proposition de solutions innovantes dans notre métier ou dans ce que nous savons faire, l'engagement envers l'environnement, même à travers de petits gestes, parce que les petits gestes comptent, et l'engagement envers les communautés. Moi, je pense que les entreprises doivent aussi revoir leur méthode de s'engager socialement. C'est une vérité. L'échec ne donne plus aucun impact. Et je pense que ça, non, ça dépend qui vous le donne. voilà, Ça dépend qui vous le donne. justement. Mais je pense que vous serez d'accord avec moi, Houda, que une entreprise qui vous donne l'opportunité de recruter 3 de vos jeunes vaut mieux qu'une entreprise qui vous donne un chèque. Voilà. Voilà. Mais totalement d'accord. En fait, les deux actions se valent. Il y en a qui peuvent pas recruter malheureusement, mais qui sont heureux de contribuer financièrement. Oui. On sera ravis de les avoir parmi nous. Il y en a qui peuvent pas contribuer financièrement, mais ils ont besoin de ressources. Et ce qu'on leur demande justement, c'est de donner une première chance aux jeunes. Arrêtez de demander Bac plus 5 avec 4 ans d'expérience pour un poste de junior. Donnez de l'espoir, donnez une chance. Vous avez une période d'essai qui est légale. Le jeune aussi a une période d'essai pour tester est-ce que voilà le poste lui convient. Et voilà, faites connaissance. Et ça sera une expérience pour vous deux. Donc ça aussi, c'est un engagement social. Une entreprise qui va considérer la possibilité de former ces jeunes, de leur donner cette première expérience, ne serait-ce que des stages rémunérés, je dis encore une fois, parce que on cherche, comme a dit Nadia, une dignité. Ce qu'on veut, c'est autonomiser ces jeunes-là. On veut pas un système de précarité qui va être prolongé par des initiatives qui vont être kind of show off. Oui, on a donné stage à 100 personnes, mais si c'est un stage non rémunéré qui pousse les jeunes à aller chercher des moyens de financement pour le transport, pour leur panier de repas chaque jour, ça fait que creuser. Effectivement, ça leur donne de l'expérience, mais on aurait bien aimé une expérience, ça va la payer, pour qu'ils puissent au moins couvrir les charges structurelles, logistiques. Qui garantit la dignité. Exactement. Et ce que je dis encore une fois, c'est que il y a plusieurs façons de contribuer. Il y a plusieurs façons d'être innovant socialement. Peut-être que ce qui fait peur aux entreprises, c'est le mot justement responsabilité. C'est un engagement, c'est une participation. Et chacun participe à sa façon. Et on peut encourager aussi, Radia parlait tout à l'heure de reconnaissance. C'est vrai que tout être humain, quand il contribue à quelque chose, il a besoin de reconnaissance, il a besoin de se sentir utile. Très bien. Mais faisons de cette reconnaissance plus universelle. Reconnaissons aussi l'effort des entreprises. Ceux qui contribuent, faisons, je sais pas, des ratings, des prix, des avantages fiscaux beaucoup plus conséquents que ce qui est prévu légalement pour encourager parce que ça peut être fiscalement considéré comme on détourne, optimiser. Mais et so what? Très bien, optimisant. Mais si ça part pour émanciper des jeunes, pour leur donner les moyens, pour qu'ils se lancent en entrepreneurs, qu'ils créent de la valeur, qu'ils deviennent eux-mêmes des employeurs, pourquoi pas? Les impôts, ça sert à ça finalement. Ça sert à payer les frais du peuple. Mais très bien, faisons un accès direct, que ça soit de l'entreprise aux jeunes directement. Mais en même temps, j'ai envie de dire juste un petit point, c'est qu'il faut aussi que l'État et les pouvoirs publics soient en capacité de contrôler effectivement les bénéficiaires d'une carotte fiscale et d'une incitation fiscale pour une ouverture éventuellement à un marché public. Donc, il y a une obligation, mais il faut aussi que l'État soit en capacité de
pouvoir aussi contrôler ça. Exactement. Et en fait, on peut avoir des budgets, des enveloppes budgétaires qui sont dédiées, gérées par le gouvernement, qui sortent un peu de tout ce qui est impôt et qui vont vers l'action sociale. Je reste avec vous, Ouda Barakat, parce que je vois, mesdames et messieurs, que vous avez déjà entamé la partie call to action et recommandations. Ça a déjà démarré. Ah oui, déjà, ça a déjà démarré. Et là, je reste avec vous, Ouda Barakat. Oui. Justement, quel call to action, quelles recommandations, quelles propositions lancez-vous à l'écosystème ou à un acteur déterminé pour pouvoir renforcer encore l'engagement social des entreprises? Alors, j'ai plusieurs call to action à chaque intervenant à la fois. Donc, je vais partir des collaborateurs eux-mêmes. Avant, je sais qu'on a parlé de structurer tout ça et avoir des heures dédiées, peut-être inclure ça dans le code du travail, donc c'est un call to action entre parenthèses. Mais entre-temps, il y a les week-ends, ils peuvent s'intéresser à contribuer. Ce que je dis là, c'est que moi j'ai travaillé avec plusieurs entreprises et les entreprises, c'est eux-mêmes qui organisent les activités citoyennes et finalement on rencontre directement les employés. Une fois qu'ils participent, ils disent « appelez-nous quand vous voulez ». C'est tellement, c'est tellement enrichissant qu'on a envie de participer. Je ne sais pas comment. On ne sait pas comment. Dites-nous quoi faire. Dites-nous quoi faire. Et c'est ça. Donc, le rôle de la société civile, c'est de dire comment. C'est de lister toutes les activités, c'est de faire savoir ce qu'elles font. C'est ce qu'on essaie en tout cas de faire à EFE. Ça coûte, ça prend beaucoup de temps, mais c'est nécessaire. Les individus, intéressez-vous, les collaborateurs, intéressez-vous justement à la société civile en attendant que ça se structure. Les managers, écoutez vos collaborateurs, regardez ce qui se passe aussi et soyez actifs citoyennement. RSE, ça peut prendre plusieurs formes. Et une fois c'est pris, une fois c'est décidé, nommez un chef de projet. Il faut nommer quelqu'un. Nommer quelqu'un. Pas forcément le dirigeant lui-même. Il peut y avoir un comité qui fait ça. Un comité qui est en charge de la planification des actions et qui va être le point de contact des associations et des organisations. Et reconnaissez justement l'effort. Les personnes qui sont engagées dans les activités citoyennes au sein d'entreprises peuvent être récompensées par des congés supplémentaires, par exemple, pour leur donner le temps d'aller et de participer à ces activités. Même une cérémonie officielle, on met en valeur ces gens et ces collaborateurs. Et l'État, bien sûr, si on peut accorder des avantages fiscaux à ces entreprises qui sont citoyennes activement et dont l'impact il est mesurable et durable, ça sera un bon coup de pouce justement pour toute l'innovation sociale. Très bien. Rachid Hilaoui, call to action. Bon, moi je suis pas praticien, donc simplement peut-être sur des choses moi qui me viennent un petit peu à l'esprit à la lumière de ce que vient de dire d'ailleurs Ouda, c'est surtout renouer avec des valeurs. Et je disais dans le contexte dans lequel nous sommes, on dit souvent que l'inflation va être durable, donc il va falloir apprendre à vivre avec et l'État et l'économie à créer de la croissance aussi, donc de la richesse avec. C'est de peut-être renouer avec des valeurs. Certains diront qu'elles sont en perte de vitesse ou on les a totalement perdues. De respect, d'humilité, d'intégrité, de fraternité, que ce soit au niveau des pouvoirs publics, de l'État, et surtout au niveau de l'entreprise. Quand on est, quel que soit le secteur d'activité dans lequel on exerce, quelle que soit la situation dans laquelle on est, plus ou moins situation de monopole ou pas, ou en véritable concurrence, c'est se dire voilà, valeur aujourd'hui, si je veux continuer à vivre et continuer à exister, il faut nécessairement que j'intègre au maximum mes collaborateurs et surtout les personnes qui sont dans mon environnement direct, parce qu'il ne peut pas y avoir de croissance durable, je parle sous le couvert de Radia, s'il n'y a pas des actions durables et à impact au niveau des territoires, ça c'est une réalité, parce que nous sommes dans un monde aujourd'hui, a priori aussi, où chaque pays, chaque territoire devra régler et trouver lui-même des problèmes et des solutions à des problématiques qu'il a lui-même. Ça va pas venir de l'extérieur. Et voilà, donc c'est par contre se retrouver qu'il y a une espèce de consensus, de compromis autour de valeurs, comme celle de l'humilité, de l'intégrité et de la solidarité, ça me paraît essentiel pour pouvoir effectivement sortir un petit peu de ce tunnel dans lequel nous sommes tous. Le tunnel, je veux pas assombrir le débat, la réflexion collective que nous menons aujourd'hui. Je trouve que c'est extrêmement important d'avoir ce type de rendez-vous. Ça permet de croiser et de se dire voilà, valeur aujourd'hui, il faut retrouver de la valeur et du sens dans ce qu'on fait et toujours l'adéquation. Ce que je dis, je le fais. Ce que je fais, je le dis. C'est des valeurs même centrales dans notre culture marocaine. C'est pour ça. C'est un retour aux sources. Déperdition, perte de vitesse ou autre, mais vraiment revenir là-dessus. Ouais. Mais surtout, l'humilité. Merci Rachid. Ahmed Rada Omri, call to action. Écoutez, on va partir d'un constat théorique que nous avons tous vu en économie, c'est que pour créer de l'emploi, il faut qu'il y ait de la croissance, vous l'aviez dit. Et en parallèle,
Il y a beaucoup de nids au Maroc. Et encore, il faut que cette croissance puisse absorber les nouveaux venant au marché de l'emploi. Il y a une inflation énorme et qui n'est pas prête de se stopper, en tout cas pour le moment. Il y a des difficultés, mais il y a aussi de l'innovation sociale qui va permettre d'apporter des réponses justement à toutes ces problématiques. Il faut creuser cette question. Et il faut, à mon avis, que l'entreprise joue ce rôle de transformation sociétale et que l'entrepreneur ou le dirigeant soit le catalyseur avec les différentes parties prenantes. Il faut investir dans le territoire parce que peut-être ça nous tient à cœur, parce que nous avons envie de garder des emplois dans les territoires. Et il y a même un phénomène, vous avez parlé tout à l'heure de l'exode rural. Nous, dans notre expérience, nous avons constaté que pas mal de jeunes reviennent au village parce que leur emploi est précaire en ville et ne leur permet plus de subvenir à leurs besoins et aux besoins de leur famille flemande rurale. Et donc, c'est obligatoire de trouver ces solutions-là à travers l'entreprise qui se transforme pour créer de la valeur et pas seulement pour créer de l'impact, mais pour créer surtout de l'espoir. Merci, Sidi Oumerri. Radia Cheikh Hello. Moi, je vais évidemment aller dans la lignée de mes collègues ici présents, mais en vous écoutant tous parler, je me suis dit finalement, bien sûr qu'il y a des organisations comme les vôtres qui génèrent de l'impact et ça c'est indéniable. Mais je trouve qu'on manque quand même cruellement de success story sur ces questions. Est-ce qu'on a aujourd'hui une entreprise sociale qui se distingue et pour laquelle on est particulièrement fier? Est-ce qu'on a un fonds d'investissement à impact? Est-ce qu'on a... Et je me dis, en fait, oui, il y a de la volonté, oui, il y a un début de quelque chose, mais on est encore, et alors que le contexte justifie la rupture et l'innovation. Donc moi, mon call to action, ce sera vraiment d'encourager les entreprises à s'intéresser et à plus s'intéresser à ce qui fait l'innovation sociale, à quels sont les modèles qu'ils peuvent investir. Je comprends que ce soit pas dans les prérogatives d'une entreprise classique de savoir qu'est-ce que c'est qu'une innovation sociale, ou de savoir comment monter une entreprise sociale, ou de savoir comment créer des dynamiques territoriales. Mais aujourd'hui, ces modèles-là existent. Et ils sont à disposition. Il y a des professionnels comme vous ici qui militaient pour. Et je pense qu'il est important de réunir ces deux mondes. Exact. Merci Radia Cheikh Hello. Merci à vous. Nous arrivons à la fin de notre épisode. Nous remercions chaleureusement nos invités sur le plateau des engagés. Radia Cheikh Hello, merci beaucoup. Merci à vous. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Toujours un plaisir de vous avoir avec nous. Je rappelle que vous êtes CEO de Déclic, conseil en RSE. C'est Ahmed Rada Oumerri, merci beaucoup. Merci à vous. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, toujours avec plaisir. Très partagé. Je rappelle que vous êtes directeur exécutif de la Fondation Amen. Rachid Hilaoui. Merci à vous, parce que moi j'ai pris beaucoup de plaisir. C'était un plaisir de vous accueillir. C'était aussi en même temps un exercice d'intelligence collective, je crois que c'est Radia qui parlait de ça, exact. Ça crée aussi de la valeur, le fait d'avoir des regards aussi croisés, partagés entre ceux qui sont praticiens, qui pratiquent, et puis ceux qui peut-être un peu comme moi, qui ont un regard un peu plus détaché. Mais voilà, en tout cas de mettre ça en connexion, je trouve que c'est toujours un enrichissement. Merci beaucoup Rachid. Je rappelle que vous êtes journaliste et animateur. Et Madame Houda Barakat, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est avec grand plaisir et merci à la Fondation Abdelkader Ben Salah d'avoir organisé ça. C'est une innovation sociale louable et j'espère qu'il y en aura d'autres comme ça. Justement, ça permet de faire connaître ce qui se fait sur le terrain et de scaler, Inch'Allah. Donc, nous vous en remercions. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes directrice générale de EFE Maroc. Mesdames, Messieurs, un monde meilleur se construit autour de personnes engagées, socialement engagées. Donc, faites partie de la dynamique. Partagez cet épisode également et n'hésitez pas à nous faire part de vos remarques et de vos suggestions et propositions même en commentaire sur les réseaux sociaux de la Fondation Abdelkader Ben Salah. À toutes et à tous, restez engagés.